Bonjour à tous, on continue ce qu'on vient de commencer à aborder sur la partie footprint. Tout ce qui est lié au Google Hacking et l'exploit DB. À partir de maintenant, on va essayer de voir un peu plus d'éléments et un peu plus de sites web sur les différents types d'attaques qui puissent exister aussi dans le footprinting. Du coup, pour commencer, oups, il y a un petit souci là, il faut qu'il parte ça, très bien. Pour commencer, on va partir sur quelques sites internet aussi qui permettent de faire encore plus de footprinting. À titre d'exemple, on a le Netcraft, qui est le site internet qui permet de nous donner des informations sur le DNS ou des informations sur des sites internet, par exemple, comme des sites report ou des informations DNS, ou encore plus d'informations sur les craintes de cybercrime, etc., etc. Du coup, ici, on peut aller voir le site, par exemple, d'Amazon.com. Pareil ici, OK. On peut aller voir également ici, par exemple, Amazon.com. Il va nous donner pas mal d'informations. Je pense que si on commence ici, il va nous donner des informations très détaillées sur le site internet d'Amazon. Généralement, les informations sur le site internet permettent de donner des informations plus ou moins importantes en fonction de la taille de l'entreprise et de son importance. Je pense ici savoir l'adresse d'Amazon, savoir sur quelle année la société Amazon a été créée. Ce n'est peut-être pas l'information la plus importante qu'on puisse récupérer sur Amazon. Mais il se trouve que dans des enquêtes, on peut récupérer des informations sur des gens un peu plus spécifiques, comme par exemple l'adresse mail du webmaster. Ça se trouve que si vous avez créé vous-même la société pendant que c'était une petite start-up et puis ça passe aujourd'hui à 25, à 30, à 40, à 50 personnes, il est très fort probable que vous trouverez ici Jean-Bernard, je sais pas moi, Dupont, Amazon.com, etc. Ça permettra d'avoir une preuve d'information, etc. sur le vrai propriétaire de l'entreprise ou du site web derrière. Ça permettra de donner des informations sur l'adresse, des informations sur la société ou l'entité qui a enregistré le site web, sur l'organisation name server, on va revenir à ça, des informations sur le domaine, sur le site, l'adresse IP et également du site web. On va récupérer des informations sur l'adresse IP du site, sur les délégations d'adresse AGP, les tunnels SSL/TLS utilisés, les frameworks policy, etc., etc. Vous voyez que on peut récupérer énormément d'informations sur un site web et ces informations peuvent servir de porte d'accès sur un serveur comme le type, par exemple, si je passe sur la page d'à côté, par exemple, je peux avoir des rapports détaillés sur le serveur DNS du site. On va voir après ce que c'est le serveur DNS ou le serveur hébergeant le site. Comme ici, par exemple, on réussit à récupérer des informations sur le type d'OS. On sait maintenant que Amazon, par exemple, utilise Linux, même si c'est pas un secret pour Amazon, mais ça peut être un secret à protéger pour probablement d'autres infrastructures ou d'autres structures informatiques. Du coup, ici, comme vous voyez, on peut récupérer énormément d'informations sur l'HTML, sur le développement, sur les web browsers supportés, sur côté client-side et server-side ce qui a été développé. Bref, vous aurez beaucoup d'informations qui sont accessibles publiquement et qui vous permettent de récupérer une base de connaissances sur le site internet de l'entreprise et qui vous permettra dans le temps d'aller encore beaucoup plus loin dans la préparation et l'élaboration de votre attaque. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Oui, très bien. J'avais peur que l'enregistrement soit arrêté. Ok. On continue encore. Par exemple, sur les éléments qu'il faut voir également sur les sites internet, on a un élément très important qui s'appelle la veille concurrentielle ou les informations détaillées liées à la concurrence. Le plus important là-dessus, c'est que ça vous permettra d'avoir des informations spécifiques, détaillées sur les sites web de votre concurrent, sur comment ils fonctionnent, des informations financières, en particulier si cette entreprise est présente en bourse ou pas, quels sont l'embauche, les salaires qu'ils donnent, etc. Bref, énormément d'informations et en particulier aussi la réputation de l'entreprise. Par exemple, on peut partir ici sur des sites comme MarketWatch, c'est des sites internet comme par exemple aussi des Search Monitor qui offrent des solutions qui permettent d'avoir des informations détaillées sur les datas qui circulent sur un site web spécifique, sur une entreprise spécifique. Ça permet aussi de fournir des rapports détaillés sur ce qu'on appelle la e-concurrence ou la concurrence en ligne. Également ici le Market Watch
va vous permettre d'avoir des informations ou de l'actualité financière sur une entreprise spécifique et qu'est-ce qui se passe sur cette entreprise. Par exemple, ici, on peut voir des informations sur les actions de l'entreprise Nvidia et pourquoi l'entreprise Nvidia explose en bourse, etc., etc. Du coup, il y a plus d'informations sur ce genre de situation. Aussi des informations qui permettent de mesurer la réputation de cette entreprise en ligne. C'est ce qu'on appelle la e-réputation, la e-reputation, comme par exemple Experian, qui offre un service payant aux entreprises pour suivre la réputation de l'entreprise en ligne et fournir des détails sur la réputation de l'entreprise, ce qu'on appelle la e-réputation. Ça permet également d'avoir des informations détaillées sur une cible spécifique. Dans ce cas-là, c'est votre entreprise. Je ne sais pas s'ils le font pour tout le monde. Je crois oui, parce qu'il suffit juste de payer l'accès et puis vous cliquez, vous choisissez le nom de n'importe quelle entreprise. Mais je ne sais pas exactement comment ça fonctionne avec Experian, mais je connaissais Tractour à l'époque. Tractour, ça s'écrit en français. Je pense qu'il n'existe plus le site aujourd'hui. C'était un site qui permettait de faire des labs sur la réputation en ligne. Et du coup, il suffit de donner le nom d'une personne ou d'une entreprise de ce que vous souhaitez pour vous donner des détails sur les mesures de la réputation de la personne ou des détails sur les mesures de la réputation de cette entreprise. Aussi, vous avez ce qu'on appelle les website analyzers. C'est des sites internet qui permettent de donner des détails, de faire des analyses approfondies sur des sites internet et qui permettent de récupérer des informations aussi précieuses sur l'utilisation de contenu du site web, sur en quoi il a été développé, sur des informations sur les différentes composantes de ce site web, etc., etc. Également, là-dessus aussi, vous pouvez avoir des informations très spécifiques sur le site, que ce soit que vous le fassiez pour des raisons, on va dire, pour des raisons plutôt d'attaque ou de préparation d'attaque, ou de raisons, par exemple, de concurrentiel, parce que vous cherchez à abattre un concurrent, par exemple, je veux bien me préparer à attaquer l'entreprise Amazon, attaquer, pas attaquer pour tomber le serveur, mais plutôt l'attaquer commercialement, je veux le dire, et être le premier mondial dans la matière. Enfin, vous devinez bien que c'est pas à moi qui vont faire appel, mais à des experts beaucoup plus expérimentés, mais ça permettra d'avoir des informations détaillées sur le fonctionnement de l'entreprise et en particulier ce qu'on appelle, là, par exemple, sur le site internet, on a des informations sur le robot TXT. Je ne sais pas si vous connaissez le robot.txt, mais l'objectif de ce robot-là, c'est de mettre un certain nombre de recommandations, de consignes, c'est ça le terme que je cherchais, un certain nombre de consignes que les robots, les différents robots sur Internet ou les index sur Internet ne prennent ou ne prennent pas en considération, ne prennent pas en charge. Par exemple, vous avez les robots qui vont permettre, par exemple, ici vous voyez des visuals, c'est que sur le site Amazon, il y a énormément de choses qui ne sont pas autorisées, d'autres choses qui sont autorisées, et que les robots, quand ils vont faire un tour sur Internet, ils vont pouvoir récupérer ces informations et savoir sur le robot TXT du site d'Amazon qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas. Et il suffit juste d'avoir sur le site, de voir sur n'importe quel site Internet utilise le fichier robot.txt, d'avoir la liste de robot.txt utilisé pour cette entreprise. Je ne sais pas si je mets le robot.txt ici. Je crois avoir le lien. Je ne me rappelle plus, c'est pas grave. On va faire comme ça. Je ne sais pas si je peux trouver quelque chose rapide. Sur Google, je crois que c'est ça. C'est ça. Du coup, ici, vous avez le protocole d'exclusion des robots, c'est ça, c'est en quelque sorte le fichier qui s'appelle robot.txt et que la plupart des moteurs de recherche, en particulier Google par exemple, le prennent en considération. Du coup, Google, avant d'analyser votre site web, il prend en considération le robot.txt et il prend en considération qu'est-ce que vous permettez, qu'est-ce que vous ne permettez pas d'afficher sur le site en question. Et là, vous voyez un exemple concret sur ce que le robot permet pas. Par exemple, l'instruction user agent étoile signifie que là où les instructions qui suivent s'appliquent pour tout le robots. L'instruction disallow signifie que le moteur peut parcourir l'ensemble des répertoires et des pages du site, etc., etc. Du coup, là, ça vous permettra d'avoir aussi des informations sur le fonctionnement de ce genre de robot qui vous permettront dans le temps d'avoir plus de spécificité en matière de fiabilité de recherche sur vos sites internet. Prenons par exemple ici, si je reprends juste rapidement qu'on a cherché ici le URL, non, c'était pas ça. Si vous vous rappelez ce qu'on a vu hier, dans l'information précédente, oui, c'est ça, le index of confidentiel. Par exemple, ici, il est possible, si vous souhaitez, avec le robot,
il est possible facilement même de l'empêcher. Et les robots, c'est possible de les utiliser ici, par exemple, pour empêcher sur votre site d'arriver jusqu'au bout. Vous voyez, c'est des exemples concrets de ce que permet et ne pas permet le site ou la liste des robots.txt. Du coup, ici, vous voyez la liste des fonctionnalités existantes et vous pouvez évidemment les utiliser en fonction de votre besoin, de votre souhait. Attention, les robots TXT ne sont pas vraiment des éléments qui sont les plus fiables de nous. C'est pas quelque chose, on va dire, qui fonctionne le mieux. C'est pas quelque chose qu'on souhaite le plus utiliser parce qu'il y a des sites web qui sont plus complètement des moteurs de recherche qui sont plus complètement des robots, comme par exemple le site Archive. Le site Archive, c'est un des sites les plus dangereux et les plus importants sur Internet. Et vous voyez que c'est totalement légal sur, non, c'est pas ça ce que je tapais. Je crois, j'ai pas vu. Euh, c'est comme ça. Hop, c'est comme ça. Et c'est celui-ci, par exemple, comme vous avez dit, c'est un des sites Internet les plus dangereux aujourd'hui, car il permet de scanner, de prendre des images des sites Internet, tous les sites Internet qui se trouvent sur Internet tout simplement. Et là, par exemple, au moment où on est en train de parler mars 2024, il y a 866 milliards de pages web enregistrées sur ce site. Vous voyez comment c'est vraiment fou, c'est vraiment quelque chose d'inconcevable et qui permet de récupérer l'historique des sites Internet. L'objectif de faire, par exemple, par les hackers, c'est de récupérer les informations confidentielles qui étaient sorties du site, ou peut-être des failles de sécurité qui existaient à l'époque, ou des informations que vous voulez retrouver pour une raison ou pour une autre, etc., etc. Je peux vous donner un exemple d'un site web de ma meilleure école, par exemple, de ma meilleure école d'ingénieur en France, qui forme en cybersécurité et qui forme aussi en alternance sur tout ce qui est réseau, cybersécurité, système, etc. C'est des gratuits, c'est pas une collaboration, mais je les aime bien. Alors, on peut cliquer ici, aller voir, par exemple, l'historique du site web de l'entreprise ou l'historique du site web de l'école, ou plus je travaille dans l'établissement, du coup, je le connais bien, du coup, ce qu'on peut voir ici, par exemple, que le site Internet, il a été créé, ou le nom de domaine a été créé pour la première fois en 2003. Et le 26 novembre 2003, à 18h35, il y avait une première prise qui a été faite sur le site etema.com. Et puis après, dans le temps, je sais moi que l'école existait vers 2006-2007. Et du coup, si vous cliquez ici, par exemple, vous allez pouvoir récupérer l'état du site web, comment il était en 2006-2007. Ici, vous voyez qu'il n'y avait pas grand-chose. Je pense que même le nom du domaine était acheté par une autre société. Là aussi, c'était, vous voyez, un site italien qui vendait des climatiseurs. Je vous promets que c'est pas le bon site, que c'est pas la même société. Est-ce que c'était .fr, je crois, j'ai un doute, hein. Il y a peut-être un petit doute. Je crois que c'est .fr à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Tema.Tema.Tema.Topo. Oui, c'est ça, c'est Tema.fr. Par exemple, si je prends ici le site en octobre 2017, pardon, vous voyez, ça date de quasiment, ça peut dire 17, 18 ans, je ne sais pas. On peut voir un exemple de l'image de site, comment il était il y a très longtemps. Par exemple, là, c'est le site, comment il était il y a très longtemps. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Si on check, par exemple, .com ou .fr, je sais pas, je crois .fr. Oui, .fr, c'est ça. Du coup, là, on voit le visage du site, la société grandit, c'est très bien. Et puis, on voit, par exemple, ici, réellement le site web avec les formations qu'ils offrent, euh, voir toutes les formations qui existent sur le site, etc. On peut voir ici la vraie page web avec toutes les spécialités des BTS en cybersécurité, BTS SEO, des niveaux Bac plus 3, en réseau système sécu, en niveau logiciel, etc. Et puis, ça peut aller jusqu'à Bac plus 5, Bac plus 4 et 5 sur des spécialités type système réseau cloud DevOps et système réseau cloud cybersécurité. C'est le métier que je connais au niveau de l'établissement. Ça, c'est le site d'aujourd'hui. Mais par contre, si vous voyez il y a quelques années, si par exemple vous préparez une opération d'espion ou d'essayer de voir l'évolution du site, etc., il est possible de revenir en arrière pendant des années et des années et de voir le site où il était, même l'établissement où il était à l'époque. L'établissement sera à Montparnasse à partir de septembre prochain.
Mais cette année, ou 2007 ou 2008, il était là. C'est là où j'ai travaillé mes tout premiers jours en formation. C'était dans cet endroit. Vous voyez, c'est que vous pouvez récupérer des informations anciennes et très précises, même sur un établissement spécifique, sur une société, sur ce que vous souhaitez. Le site archive, c'est un site qui est, comme je vous ai dit, très dangereux, parfois très utile, très pratique, parfois pas. On peut faire, par exemple, facebook.com et on peut voir le site de Facebook existe depuis quand. Exactement, là, ils disent que le site est apparu la première fois en 1998 et puis le vrai Facebook est apparu vers 2004, je crois, c'est vers 2004. Là, on peut voir un enregistrement qui a été fait le novembre 27 et le 28 novembre 2004. On peut avoir à quoi ressemblait le site il y a quasiment 20 ans aujourd'hui. C'est là, par exemple, il ressemblait exactement à ça, vous voyez. Et puis là, vous pouvez mettre votre email et votre mot de passe. Et puis, votre login ou votre register pour vous enregistrer sur le site et vous accéder sur votre page Facebook il y a 20 ans. Ça ressemblait exactement à ça. Il y a quelque chose ouais, du coup, rappelez-vous que Facebook, c'est Online Directory that connects people about social networks at schools. C'était l'objectif de Facebook la première fois. C'était le site web qui permettait d'interconnecter les étudiants des écoles, les étudiants, enfin, les réseaux sociaux. C'était un réseau social des écoles. Principalement, c'était à Harvard et puis c'est développé en plus pour être un réseau social des étudiants. Et c'est pour ça que ça a été développé dans le je voyais que grâce au site archive.org, il est possible quand même de récupérer énormément d'informations sur des cibles spécifiques. Attention néanmoins, il est possible de ne pas scanner votre site web, mais j'ai pas l'impression que c'est une méthode qui fonctionne très très bien parce que, par exemple, il suffit de faire un petit user agent IA archiver et puis vous faites désallier au slash, c'est comme on dit la fonction qui va vous dire on désallie la totalité, on ne permet pas au site archive.org de prendre les instantanés de mon site web. J'ai l'impression que ça marche, j'ai l'impression que ça marche toujours. Je suis pas totalement certain de l'info, mais j'ai entendu plusieurs experts de cybersécurité dire que le site archive.org ne prend pas en compte elle le prend en compte, par exemple, mais il les prend en compte parce qu'il a décidé de les prendre en compte. Après, j'ai envie de dire qui peut prendre Google. On connaît bien Google d'être une société qui veut nous donner partout. Peut-être ils les prennent les informations, mais ils les affichent pas. Et puis un jour, ils vont décider de ne plus prendre en considération le robot et de prendre. Vous voyez que se baser juste sur le robot TXT pour vous protéger, c'est peut-être une couche supplémentaire à faire. C'est très bien, j'encourage les gens à le faire, mais on est toujours dans le vouloir des moteurs de recherche. Est-ce qu'ils veulent le prendre en considération ou pas? Ou est-ce qu'ils veulent le prendre en charge ou pas? Parmi les informations aussi, les données financières les plus importantes qui puissent exister, comme je l'ai dit, c'est le marché par exemple. Mais bon, peu importe. Comme j'étais en train de dire, parmi les sites web qui permettent de récupérer les informations également et les données financières qui sont très précises et très souhaitées et très cherchées, on a par exemple le fameux site web Edgar ou la page Edgar de ce qu'on appelle la SEC. Je ne sais pas si vous la connaissez, la Security Exchange Committee. C'est le gendarme de la bourse américaine qui oblige toutes les entreprises à publier toutes les données de leurs données financières. Par exemple, il vous suffit juste d'aller sur le site sec.gov/edgar, comme ça, ici, et puis vous choisissez l'entreprise que vous souhaitez, l'entreprise que vous voulez, par exemple, sur laquelle vous voulez faire des enquêtes. Moi, j'ai choisi ici, par exemple, Microsoft, et puis là-dessus, on va récupérer les informations sur l'entreprise Microsoft MSFT, qui est l'indice Microsoft en bourse. Et là, ici, à partir de là, on va récupérer les informations. Attention, elles sont pas confidentielles, les informations, mais quand même, des informations qui sont précieuses, des informations qui sont parfois, dans la plupart du temps, c'est des informations financières sur ce que fait l'entreprise, sur la partie financière. Par exemple, ici, c'est le revenu de presse de Microsoft qui met en évidence des dépenses, des rapports, des achats, etc., etc. C'est très important, ça, pour la bourse et pour la transparence de l'entreprise. Et là, ça vous permettra de récupérer les informations. Par exemple, si vous êtes un auditeur qui travaille pour Microsoft, vous pouvez faire le tour de Microsoft pour analyser la totalité de ces informations financières pour voir si ces informations sont dangereuses et est-ce que Microsoft a exagéré en affichant plus d'informations qu'il faut. Et puis, même,
Si des informations sont vraiment obligatoires et qu'on n'a pas d'autre choix que de les afficher, ben, on va les afficher, il n'y a pas de problème. Mais comment je peux conseiller l'entreprise à se protéger contre ce genre d'informations qui circulent très dangereusement sur les réseaux, sur les différents types de réseaux. Review Trackers, là, on en a parlé déjà. On a dit que c'est des sites qui permettent de traquer une réputation des entreprises en ligne. Et puis, là-dessus, il vous suffira d'acheter des abonnements, de downloader. Je ne vais pas le faire là tout de suite. Mais si vous voulez, vous pouvez downloader avec une adresse IP professionnelle. Et puis, à votre temps, ils vont vous bombarder par des emails après. Après, vous pouvez les mettre en spam si vous souhaitez. Mais là-dessus, par exemple, si vous pouvez downloader avec votre user et votre mot de passe, et puis, vous commencez à tester, je pense qu'il y a même une période d'évaluation pour checker, tester, jouer sur l'évaluation de la réputation des entreprises. Website Reputation Checker, là, c'est un site qui permet de checker la réputation du site Internet. Par exemple, ici, je peux mettre amazon.com ou .fr ou peu importe, par exemple, amazon.com. J'imagine qu'il y aura un peu plus de données. Là, ça fait partie également des sites qui vont nous permettre d'avoir des informations journalistes sur le site d'Amazon. Et puis, à partir de là, vous pouvez mesurer euh, la totalité des informations sur les différents indices, les différents moteurs qui scannent, par exemple, le site web avec plus de détails apportés ou reportés sur l'entreprise et puis ce que permettra pas de faire, et puis les fake lists des sites, etc., etc. Il est également possible ici, par exemple, sur Trustpilot, de faire des tests sur des différentes entreprises. Là, par exemple, il vous suffit d'écrire, allez, on va dire Hertz, il est bien noté 4.3. C'est qui ah oui, car entendre, oui, je le connais, tabou, ça c'est personnel, j'ai envie de dire. Là, par exemple, ça permettra de mesurer la réputation de l'entreprise, mais là, d'une façon totalement transparente, parce que ici, c'est les gens qui vont écrire, et en plus, c'est pas n'importe qui, parce qu'il n'est pas facile de raconter des mensonges sur l'entreprise. Je sais pas si Trustpilot le permet ou pas, par exemple, si je fais comme ça, et puis je rédige un avis, ouais, je pense que ça passe, mais je parle pas de société. Alors, mais il y a d'autres, par exemple, qui vous envoient des emails pour prendre votre évaluation. Si vous achetez un service chez eux, vous vous fournissez le mail, la société leur fournit le mail, et puis vous allez le récupérer via ce qu'on appelle avis entreprise, et vous avez des informations sur l'entreprise. Là, par exemple, c'est plutôt public, et vous voyez, il y a des gens qui écrivent leur retour d'expérience sur comment fonctionne l'entreprise. Je sais que peut-être là, les Français avec un emploi, et de coup, je promets que ce genre de commentaire pourra éloigner totalement l'entreprise. Et là, vous allez me dire, quel est l'avantage de faire ça dans le cadre de la cybersécurité? Oui, parce que c'est des datas qui circulent sur Internet sur votre entreprise. Pensez pas que la sécurité, c'est juste le fameux hacker qui porte la casquette noire et qui essaye d'attaquer l'entreprise et nous, on se protège contre lui. Non. Tout ça, c'est des datas qui traînent sur le réseau concernant notre entreprise. Et ça peut, par exemple, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est des communautés, etc. Il y a des gens qui ont acheté d'autres personnes pour faire énormément de commentaires contre nous, pour le détruire, etc. Et vous voyez que l'entreprise, il faut qu'elle garde sa réputation parce que l'objectif de la sécurité de système d'information, c'est également d'assurer ou de sécuriser l'existence de l'entreprise et de sécuriser le fait que l'entreprise existera et restera toujours présente dans le temps et puis ne pas avoir une société qui se fait défoncer totalement et se fait détruire totalement parce que moi je vois par exemple ici un point d'avis et des commentaires comme ça, je n'ai pas l'impression qu'il y a des gens qui vont encore louer des voitures ici. Après, je répète, moi je les ai eu aussi en location, j'ai pas fait non plus, mais j'essaye de vous dire que la réputation en ligne, c'est quelque chose de très important parce que une fois elle est détruite, vous aurez énormément de problèmes à la remettre en évidence que ça se trouve que c'est des volontés, comment vous allez pouvoir peut-être prendre des mesures pour arrêter contre ce genre de situation. Après, qu'est-ce qu'on peut faire encore là-dessus? J'essaie de voir d'autres sites web, ça on va le voir après. Parmi les sites qui permettent de mesurer aussi des informations financières en ligne, ça c'est un site que j'adore et que j'utilise toujours, c'est MoneyTMX. Ça vous permettra, par exemple, si j'ai fait ici Tesla, ça vous permettra d'avoir des informations financières très précises de l'entreprise et de savoir combien d'actions il y en a en bourse, les volumes échangés en bourse, etc. Ça vous permettra d'avoir des informations très précieuses et très détaillées
sur le fonctionnement financier d'entreprise, parce que l'état financier d'entreprise, c'est le reflet direct et réel de l'état réel de l'entreprise, de son management, etc., etc. Du coup, là aussi, ça fait partie des informations qui sont très importantes à traquer, qui sont très importantes à suivre. Après, qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut partir sur un autre, comment dire, un autre point très important qui est, par exemple, le DNS. C'est comment on peut, grâce au DNS, avoir des informations sur le nom de domaine, le site de l'entreprise, etc. Je pense que tout le monde connaît le DNS et sait ce que c'est plus ou moins le DNS, qui est le Domain Name System, autrement dit, le protocole qui vous permettra d'avoir des informations détaillées sur des noms de domaine ou de convertir une adresse IP, un nom de domaine pour l'adresse IP. Autrement dit, le protocole DNS va consulter directement des serveurs qui sont les serveurs DNS. Si je prends une petite filet et je dessine très rapidement, ça permettra, par exemple, grâce à la base de données de DNS, d'avoir la liste des noms de domaine. Ici, vous aurez les noms de domaine ici. À côté, vous aurez les noms par adresse, les noms de domaine ici, et vous aurez les adresses IP qui sont quelque part à côté. Du coup, vous aurez, par exemple, .com ou .fr, etc., qui est égal à 125.32.41, etc., etc. Ça vous permettra d'avoir des informations détaillées. Les serveurs DNS, il y en a plusieurs ou différents serveurs DNS. Commençons par le petit DNS du navigateur en soi. C'est le cache de navigateur. Du coup, dans vos navigateurs Internet, vous avez tous un petit cache des sites que vous avez, par exemple, tapé dans la vie de tous les jours. Si vous faites Google.fr tous les jours ici, vous avez le cache du navigateur qui cache des informations. Après, vous avez le cache de votre PC en soi qui permettra également de récupérer ces informations et les utiliser en cas de besoin. Après, on a le fichier host de la machine qui sert de serveur DNS local à l'intérieur de la machine et qui ne sortira jamais de la machine. Et puis, on a le vrai serveur DNS que vous configurez comme serveur DNS dans votre société. Et ce serveur DNS, qu'est-ce qu'il peut faire? Du coup, si vous avez, vous envoyez une requête à un serveur DNS pour chercher une adresse IP spécifique, ce serveur-là, ou bien il vous donne lui-même la réponse. S'il n'a pas la réponse, il va rediriger vers un autre serveur DNS. Et puis, c'est qui ce serveur DNS? À savoir, on va dire tout de suite, en fonction de ce que vous souhaitez ou ce que vous cherchez. Par exemple, dans l'ordre de la configuration de votre serveur DNS, on a ce qu'on appelle la configuration des pointeurs DNS. Les pointeurs DNS, c'est la liste des serveurs DNS publiés sur le réseau public. C'est les serveurs racines ou les serveurs .dns. On peut les chercher comme ça. Je vais mettre plus. Et puis, je reviens sur le dessin. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut récupérer la liste des serveurs racines DNS. Ici, on peut récupérer la liste des serveurs racines DNS. Autrement dit, les listes des serveurs qui sont nommés par ordre alphabétique A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. LM, ça s'arrête sur M, c'est 13 serveurs DNS qui sont considérés comme les serveurs de DNS racines. Autrement dit, comment ça se passe réellement? Si vous cherchez image.google.fr, en réalité, vous aurez dû écrire image.google .fr. C'est le point qu'on n'écrit plus aujourd'hui parce que on devait d'abord l'écrire et ce point-là qu'on n'écrit plus aujourd'hui, il est ajouté par défaut par le navigateur. Et c'est quoi le point? C'est tout simplement la liste de ces serveurs de racine DNS. C'est le serveur point. C'est ce qu'on appelle le serveur point. Après, le serveur DNS fonctionne en mode hiérarchie. Autrement dit, le point va chercher les serveurs FR qui vont chercher les serveurs Google et qui vont chercher les serveurs images. Et puis comme ça, on arrivera à vous fournir les informations de la page que vous avez cherchée qui s'appelle image.google.fr par exemple. Du coup, comment on peut chercher ces enregistrements DNS? C'est de différentes manières. On a des outils qui sont web, des outils par exemple comme le Smart Ease, je crois il s'appelle comme ça, qui est juste un logiciel, un petit logiciel à installer sur une machine. Et sinon, vous pouvez avoir des sites internet carrément, c'est les sites qu'on appelle les wikis et qui vous permettent d'avoir des informations détaillées sur des sites web spécifiques. Par exemple, si je ne sais pas si je vais arriver sur le ici, je vais pouvoir
Par exemple, vous pouvez écrire, par exemple, je ne sais pas moi, google.fr, et comme ça, vous allez trouver les informations de google.fr, des informations détaillées de votre site internet qui s'appelle google.fr. Et ici, vous allez trouver même les informations des serveurs DNS de Google comme NS1, NS2, NS3, NS4 de Google et avec les informations également détaillées par exemple, le mail de celui qui a enregistré le site de Google, avec le nom de l'enregistreur, le numéro d'enregistrement, le numéro de téléphone de Google et les types d'enregistrement, les différents types d'enregistrement DNS que vous voulez chercher exactement. Les enregistrements DNS, il y en a plusieurs. Vous avez l'enregistrement de type A, qui est l'adresse IPv4 qui correspond à un nom de domaine, pardon. Le AAA, c'est l'enregistrement de type IPv6, comme par exemple, vous avez l'enregistrement de type MX qui correspond à l'adresse mail. Ici, vous pouvez récupérer les informations détaillées du serveur DNS, de l'adresse IP liée au serveur DNS de Google. Prenons un outil qui est très important, qui est très connu, qui est très utilisé même sur le réseau aujourd'hui, sur le réseau internet aujourd'hui, c'est l'outil qui s'appelle NSLookup. Du coup, pour utiliser le NSLookup, je vais lancer ma machine Kali. Je vais déjà lancer Kali. Vous voyez, le mot de passe, c'est très simple de faire le mot de passe. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de là, on va prendre directement ici. Hop. Et puis, sur Kali, est-ce que j'agrandis un peu plus l'écriture, comme ça vous allez pouvoir voir facilement un petit peu plus. Comme ça. Et puis, la première chose qu'on peut faire, c'est, par exemple, installer les outils DNS parce que le NSLookup n'est plus installé par défaut sur Linux. Du coup, ce qu'on peut faire, on peut juste, avec un petit sudo apt install, on peut installer ce qu'on appelle les DNS utils. Et comme ça, on lance l'installation de DNS utils. Comme ça va arriver et il va lancer l'installation de tous les outils de DNS. On attend un peu, c'est bon, les outils DNS sont installés, j'imagine que le NSLookup est également installé. Vous pouvez avoir toutes les informations sur le NSLookup, qu'est-ce que je voulais dire? NSLookup. Qu'est-ce que je fais? J'étais habitué aux commandes de Cisco. Sur les commandes de Cisco, il suffit d'écrire la première partie du mot et il termine le reste. Ok, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez avoir toutes les informations détaillées sur la command man, comment vous pouvez l'utiliser, pardon, avec les différents types de classes, les différentes valeurs de la commande NSLookup, pas de la command man, pardon. Et puis, si vous voulez quitter ce manuel détaillé, il vous suffira de cliquer sur le Q et comme ça, vous allez sortir directement de la page. Après, ce qu'il est possible également de faire là-dessus, c'est par exemple d'utiliser un NSLookup carrément, un NSLookup par exemple google.com et comme ça, il est possible d'avoir les informations de google.com. Par exemple, on récupère des informations. Là, il nous dit quel est le DNS qui a été utilisé, son adresse IP, le numéro de port DNS. Et puis après, il va nous donner les informations de google.com. Là, il nous dit que autoritative insert. Du coup, la réponse ne vient pas de Google en soi ou du serveur où c'est hébergé Google, mais ça vient de notre source qui est le serveur DNS local qui est ni plus ni moins Mabox parce que Google l'utilise déjà. On le connaît déjà. Du coup, mon serveur DNS local, il garde toujours en copie, histoire de ne pas à chaque fois aller chercher l'information sur le net. Il nous donne l'adresse IP de serveur de Google. C'est ce qui fait que là, par exemple, si vous copiez cela et puis vous prenez votre navigateur internet, par exemple, ça, on va faire comme ça, je crois qu'il nous fait un 6 que j'ai pas copié, je vais le montrer, et puis vous allez voir que ça vous ouvre directement Google parce que cela correspond exactement à l'adresse IP de Google. Il est juste à noter que des sites très gros et géants comme Google n'utilisent pas obligatoirement un seul site web, on n'utilise pas obligatoirement une seule adresse IP, pardon, un seul site web, plutôt une seule adresse IP. Ils ont différents serveurs de nom, et c'est normal que vous trouviez différents types d'adresses IP. Le nom google.com, et puis avec l'adresse IP en IPv6 de site Google. Après, vous pouvez préciser un peu plus d'informations. Par exemple, on peut chercher
des informations sur le gmail.com et là, il va vous fournir des informations sur l'adresse IP du gmail.com. C'est pareil, si vous copiez ça, vous le mettez dans un navigateur, vous tombez sur Gmail. Si vous voulez avoir des informations, par exemple, sur les types, par exemple, les serveurs de messagerie qu'utilise, par exemple, Gmail, dans ce cas-là, il vous suffira de taper la commande NSLK au niveau, mais cette fois-ci, vous allez ajouter le type et qui est égal à un mix. Un mix, on a dit, c'est on cherche les enregistrements de type email. Et là, je vais dire gmail.com et à partir de là, il va nous donner l'adresse IP l'adresse IP associée à la messagerie gmail.com. Par exemple, on peut faire également google.fr et on peut avoir des informations sur les adresses IP, les enregistrements de type messagerie de Google. On peut lui forcer la main également et lui dire, va me chercher l'information auprès de Google tout court via ce qu'on appelle les state of authority et à partir de là, il va nous récupérer l'information depuis le serveur de nom de Google qui est le NS1 google.com et la mail adresse. Là, il nous récupère les informations de mail adresse dns-admin@google.com. Il nous donne le serial, les refresh, etc. Et puis il nous donne les informations qu'on cherchait exactement sur le Google.com. Sur l'adresse IP, pardon, nsa.google.com. Après, parmi les choses qu'on peut faire, par exemple, on peut préciser sur quelle recherche, sur quel site on peut faire la recherche. Par exemple, on peut faire comme ça. Et puis là, j'ai envie de lui dire, fais pas le NS4, mais depuis le serveur NS1. Ça vous permettra de faire, par exemple, de confirmer que le NS1 fonctionne et qu'il n'y a pas de souci spécifique. On peut faire ici un petit coller, ici, comme ça. Non, il manquait quelque chose. Il manquait un petit spécifique. Et puis, comme ça, on va chercher l'information directement. Le NS4, on va le chercher depuis le NS1, pardon, Google.com, autrement dit, le serveur de Google. Je ne sais pas ce qu'il me dit ici, il y a une erreur. Est-ce que je me suis trompé? Je n'ai pas l'impression. Google.com, non, c'est bon, là, il nous donne des informations sur le NS1 avec son adresse, google.fr et avec l'adresse IP. Il fait des timeouts sur les PV6, je crois le savoir parce que je crois avoir coupé les PV6 sur ma machine pour qu'on force l'utilisation de PV4. Mais bon, après, ça n'empêche qu'il nous donne l'information, l'adresse IP de l'adresse IPv6 du serveur. Encore, qu'est-ce que je voulais faire encore de plus? Parmi les outils également DNS, il y a l'outil DIG qui, à la petite différence, il permet d'avoir un peu plus d'informations, un peu plus de détails. Du coup, si je fais dig.fr, là, il va nous fournir un peu plus d'informations sur sur le google.fr avec l'information la plus importante qui devait nous intéresser de base, qui est l'adresse IP du serveur Google. Et vous voyez, cette fois, ça a changé à 142. Du coup, ici, vous voyez, du coup, le DIG ou le NSU4, les deux permettent de fournir exactement les mêmes informations, mais un peu plus facile à utiliser. Par exemple, ici, si vous voulez les types d'enregistrement MX, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Il vous suffira juste d'écrire derrière le type d'enregistrement spécifique que vous êtes en train de chercher. Après, comme je vous ai dit, il y a il y a énormément d'outils qui permettent de suivre la trace d'un site web. Il y a par exemple des outils qui permettent d'avoir encore plus d'informations sur le chemin d'accès de ce site web-là. On peut le faire, par exemple, avec des commandes de type ping. Ça permettra d'avoir des informations sur le site internet. Là, si je prends, par exemple, comme ça, je ping Google, ça permettra de confirmer déjà que cela fonctionne. Que cela fonctionne et que l'adresse IP du serveur Google fonctionne et ça répond bien, cela répond bien. Mais également, on peut avoir encore plus de choses, comme par exemple, après le ping, on peut faire le traceroute. Et le traceroute, c'est un outil très puissant et très important qui permet de nous tracer la route de chez nous jusqu'à, par exemple, Google, le site de google.com. Encore, est-ce qu'il y a d'autres informations que je vais peut-être pouvoir dire sur cette partie-là, sur le suivi? Après, vous avez le Path Analyzer Pro, le PAP Pro, le PA Pro. C'est un site ou c'est un outil qui permet de récupérer des informations plutôt précieuses. Je ne sais pas si je peux le chercher. Le Path Analyzer Pro, est-ce que j'avais des soucis là-dessus? Mais bon, sachez qu'il y a le Path Analyzer Pro, on peut l'écrire ici, Path Analyzer
Analyzer Pro, c'est un outil qui permet de faire comme ça, Path Analyzer Pro. C'est un outil assez complet qui permet de faire un suivi détaillé d'un chemin. Vous voyez, du coup, il est très facile. Hein. Ça nécessite peut-être pas qu'on installe et qu'on utilise. Il suffit juste de l'installer, le Path Analyzer Pro. Et puis, une fois l'installé, vous allez juste mettre la target ici. OK, le port sur lequel vous voulez suivre. Et puis, il vous donnera le chemin détaillé avec la durée d'accès pour chacun des serveurs, pour chacun des routeurs, pardon, jusqu'à la destination. Et puis, il suffit de cliquer pour avoir des détails sur l'adresse IP de chaque routeur, etc., etc. Du coup, c'est un traceroute un peu plus développé, un traceroute plus, j'ai envie de dire, si je peux le dire comme cela. Dernière partie peut-être. Allez, on terminera avec cette dernière partie et puis on laissera les labs sur les autres outils après. Sur cette dernière partie, on peut parler de la partie email pour la sécurité des emails. Sur la sécurité des emails, on peut parler de quelque chose parce que les emails, c'est un outil malheureusement de hacking très important et les gens fournissent leurs emails de la nature de leur travail. On envoie des emails, on reçoit des emails, on fournit nos emails et puis malheureusement nos emails sont utilisés pour sur différents types d'utilisation malveillante et permettent malheureusement de récupérer des informations qui sont plus ou moins très précieuses sur la personne. Et grâce aux emails, on peut faire des recherches sur les réseaux sociaux. Quel mail est utilisé par la personne pour trouver que si la personne, par exemple, publie des données sur Internet pour n'importe quoi, il dit voici mon email pour me contacter. Et là, on peut avoir plus d'informations sur la personne. Aussi, la personne dit je voyage pour 2 semaines en Italie, voici mon email si vous avez besoin de moi, je dis n'importe quoi. Et là, comme ça, on sait que la personne est en Italie pendant 2 semaines et dit bienvenue le cambriolage, par exemple. Et vous voyez que les emails, malheureusement, ils permettent des informations plutôt d'ordre technique. On va arriver à ça, on va en parler avec plus de détails. Là, je ne parle que des informations plutôt d'ordre un peu personnel. Encore plus que cela, encore plus, pardon, que les informations personnelles, il y a les informations d'ordre technique qu'on peut facilement récupérer grâce aux adresses mail et on peut facilement manipuler les adresses mail. Heureusement, il y a des outils de protection des adresses mail. Je ne vais pas détailler, par exemple, le SPF, qui est le Sender Policy Framework, qui permet c'est une norme de sécurité des adresses mail. Il y a aussi ce qu'on appelle les Domain Key Identifier Mail, c'est le DKIM. C'est aussi des techniques qui permettent d'ajouter plus de sécurité, comme par exemple chiffrer l'adresse mail, demander un certificat à la personne à qui vous envoyez pour pouvoir valider les emails. S'il y a des outils qui sont très importants, comme par exemple les outils de sécurité des emails, ce qu'on appelle les proxy mails. Par exemple, Cisco, par exemple, utilise un proxy mail propre à lui. C'est Cisco Proxy. Et Cisco là-dessus utilise sa propre solution. Attendez, j'arrive pas à parler en même temps de. Et du coup, là, il est possible sur le email gateway, sur la solution de Cisco d'email gateway. J'oublie le nom. Un main et un main, je crois, un main. Il y a tellement beaucoup d'outils. Euh, Bon, bref, il y a le proxy Cisco, l'Umbrella, les solutions Cisco. Cisco Secure Email Gateway, c'est ça. C'est le Cisco Secure Email Gateway. C'est là. D'abord, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le nom comme ça. C'est une solution qui permet d'offrir des solutions de proxy email. Autrement dit, il y a un serveur au milieu entre la source et la destination, entre, par exemple, votre entreprise d'un côté et la destination de l'autre, qui permet de filtrer les emails, d'inspecter l'adresse source, l'adresse de destination, si l'adresse IP a été taguée comme adresse IP de spam ou d'outils malveillants. Il inspecte le contenu du mail, les mots-clés utilisés, etc., etc. Et puis, il vous renvoie le mail. Et là, Cisco Secure Email Gateway, cela fait partie des solutions les plus célèbres en matière de sécurité des emails pour les entreprises. Du coup, vous pouvez le déployer, l'installer. C'est facile à faire, facile plus ou moins avec les interfaces graphiques. Il est facile de l'utiliser et puis de vous offrir des solutions du genre. Après, Fortinet utilise aussi sa propre solution de protection des emails Fortinet. Fortimail, je crois, ça s'appelle, si je me rappelle, Fortimail, je crois, oui, du coup, Fortimail.
Et du coup, grâce au proxy mail de sécurité, de la solution de sécurité de messagerie de Fortinet, il est également possible d'utiliser une solution assez complète en matière de sécurité des adresses email. Après, vous pouvez utiliser aussi à vous-même à titre personnel d'autres solutions, comme par exemple la création des alias. Et la création des alias, c'est une technique assez célèbre qui vous permet de changer votre adresse mail et de ne pas utiliser votre vraie adresse mail. Et là, il y a pratiquement tous les plus célèbres aujourd'hui, comme par exemple Microsoft, qui permet de le faire sur Hotmail, et puis il y a Google également, qui permet de le faire sur le Gmail. Vous avez le manuel, c'est très rapidement. Envoyer des emails avec une adresse ou alias différent. Et puis Google ici vous montre les différentes étapes sur Gmail pour que vous puissiez très rapidement et très facilement utiliser cette technique d'alias. Aussi, parmi les outils qui permettent on a parlé de chiffrement des emails, il y a ce qu'on appelle, il y a aussi choisissez qui vous utilisez pour adresse mail. Du coup, si vous êtes dans un environnement professionnel, je pense qu'il n'y a pas de souci sur l'hébergement de votre adresse mail parce que c'est l'entreprise qui s'en occupe avec les solutions de sécurité très importantes en matière de la sécurité des adresses mail. Par contre, malheureusement, si vous êtes dans le public, généralement, les emails, ceux qui offrent les adresses mail les plus célèbres comme Google, c'est connu par être un tout petit peu en matière d'utilisation de vos données personnelles. Malheureusement, c'est connu, c'est de plus en plus connu vis-à-vis de l'utilisation de vos données personnelles. Vous pouvez opter pour des entreprises qui vous offrent des solutions d'email sécurisées ou des solutions d'email plus professionnelles, on va dire, parce que même sur le plan personnel, il est possible d'utiliser un mail d'orientation plutôt professionnelle avec des informations, des assurances de sécurité qui sont beaucoup plus puissantes et qui sont beaucoup plus importantes. J'essaie de trouver, je pense savoir une des solutions ici qui est la solution Proton. C'est par exemple Proton ici vous offre des solutions Proton Free. Vous aurez jusqu'à 1 giga d'espace de stockage total pour les mails, une adresse email gratuite et 150 messages par jour que vous pouvez envoyer. Bon, nous, si on est là, c'est pour utiliser les solutions professionnelles, c'est pas pour utiliser les solutions gratuites. Si tu veux le gratuit, va rester sur Google. Je vais vous dire, c'est très simple. Par exemple, si vous prenez le Proton Unlimited, vous aurez 500 gigas d'espace de stockage. Beaucoup mieux que les radins de Google qui offrent dorénavant plus de 15 gigas. Vous aurez 15 adresses email, la possibilité d'entraîner 15. Des messages en illimité, prise en charge de 3 domaines de messagerie personnalisés. Vous voyez, des dossiers, labels et des filtres illimités, nombre illimité d'alias, etc. Il y a aussi OVH qui offre des solutions des emails professionnels. Bref, le but, c'est pas de chercher à faire gratuit à toute fois, mais il y a des entreprises qui offrent des adresses email plutôt professionnelles et plutôt plus, j'ai envie de dire, plus sérieuses pour l'équivalent de 7,99 € par mois. Bon, malheureusement, pour les payer d'un seul coup, ça coûte un peu cher, mais pour le fond, vous êtes plus ou moins rassuré sur l'utilisation de vos emails. Là, j'ai bien envie de vous montrer un outil. Là-dessus aussi, je vais me servir des vidéos parce que je l'ai installé rapidement, enfin, je l'ai pas installé, mais j'ai ouvert une de mes anciennes machines virtuelles où c'était installé. Ça voulait pas démarrer parce qu'il manquait une DLL de Java. J'ai l'impression qu'il manquait une mise à jour de Java et puis une DLL, etc. Je me suis dit, pour ça, c'est pas important que j'investisse plus, j'avais pas plus de temps. Du coup, ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais juste vous montrer comment il fonctionne. L'outil, il s'appelle Email Tracker Pro. Du coup, ça vous permettra, le Email Tracker Pro, c'est un outil très professionnel qui vous permettra de traquer des adresses email. Et là, ici, vous voyez, il est possible on va lancer l'outil. C'est une vidéo que vous trouvez, je connais pas la personne qui l'avait faite, là, je cherche juste sur Google, rapidement. Et là, il a simulé, ou la personne a simulé, la réception d'une adresse mail. On va faire ça tout de vite. Et du coup, le plus simple, c'est que, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre adresse mail contient des informations, envoyées, reçues, etc. Là, par exemple, il suffit de passer sur Chrome Originals, et là, vous aurez des informations détaillées sur les différentes manières de l'adresse mail, l'adresse IP source, destination, les serveurs de messagerie, le DNS, etc., etc. Et du coup, grâce à ces informations de source, il vous sera probablement possible de récupérer des informations également plus ou moins confidentielles et également plus ou moins importantes. C'est ce qui fait que là-dessus, grâce à ce genre d'outils, on peut malheureusement faire ce genre de choses. Et là, par exemple, il vous suffit juste d'aller faire trace header, copier-coller l'entête que vous avez récupérée de Gmail, faire trace, et puis c'est bon, vous allez vous amuser à voir des informations détaillées sur
d'où vient le mail, de qui il vient, les serveurs qui étaient utilisés. Là, il cherche les informations. Et puis même avec la carte, grâce à la carte, il va pouvoir trouver cela facilement. Vous pouvez tester cela sur vos PC chez vous, par exemple. Moi, j'aime pas trop installer les outils de hacking, etc. sur ma machine réelle. C'est pour ça que je l'ai pas testé. Et sur ma VM, il n'a pas fonctionné. Du coup, je suis pas allé plus loin. Mais bon, vous installez, vous vous désinstallez, ou par exemple, un outil comme ça n'est pas plus dangereux que ça. C'est pas un outil d'attaque, pour ce point. Mais vous voyez, c'est un outil qui a permis de tracer l'adresse mail, de tracer, de récupérer les informations de, par exemple, l'adresse IP de l'hôte, le hotname, c'est l'adresse IP, le nom du domaine, le site, du serveur de messagerie, et puis avec les informations de la source, de destination, du pays, etc. Tout ça, vous pourrez à côté, avec plus de détails et une interface graphique assez jolie. Cela pour vous dire que les emails, ce n'est pas vraiment l'outil le plus sécurisé que vous utilisez. Veuillez faire en sorte que, parce que l'adresse email que vous utilisez respecte le minimum de règles, enfin le minimum, j'ai envie même de dire, le maximum de règles de sécurité que vous pourrez envisager à l'utilisation. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est déjà ouvert. On va terminer avec quelques dernières sources très importantes. Je pense avoir ma machine virtuelle ouverte, non, pas ouverte, mais je pourrais redémarrer ma machine Windows 11 pour voir quelques outils de sécurité du site Internet. Par exemple, il y a des outils qui vous permettent de récupérer, de scanner des sites Internet et de récupérer des informations précieuses. Et cela peut aller jusqu'à la préparation des attaques de type social engineering, ce qui vous permettra de récupérer des copies réelles de vos sites Internet. Et vous allez voir qu'il y a la possibilité de faire cela, malheureusement. Heureusement, je ne sais pas, parce qu'on peut les utiliser aussi pour des utiles. Et ces outils-là vous permettent de récupérer, comme je vous ai dit, des informations sur vos sites web. Donc, on va faire un petit tour rapide des outils existants, et puis on termine avec l'outil le plus important, enfin, dans la matière de recherche un peu obscure, c'est le Tor Navigator qui vous permettra d'accéder vers le monde obscur des de dark web. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez ce que signifie le dark web et à quoi il sert le dark web, mais grosso modo, il y a un ensemble de serveurs qu'on appelle le dark web. Il y a énormément de monde sur le dark web. Il y a ceux qui disent qu'il est 15 fois plus gros qu'Internet, 1000 fois plus gros qu'Internet, etc. Après, il faut faire la différence entre le deep web et le dark web. Il faut faire la différence entre celle qui est utilisée pour des raisons légitimes et celle qui ne l'est pas, mais il faut comprendre que c'est un réseau décentralisé. Il a été développé, juste pour votre information, il a été développé pour la première fois par le DARPA, le Centre de recherche du service de renseignement américain. Et après, ils se sont retrouvés bêtes parce que c'est les seuls qui l'utilisent. Du coup, c'est très simple. Si tu veux récupérer les données, va chercher le dark web. Et c'est ce qui fait qu'il était un peu plus ouvert à tout le monde aujourd'hui. Et du coup, vous pouvez l'utiliser ou bien pour juste garder votre anonymat, c'est une sorte d'un VPN gratuit. Et puis, sinon, vous pouvez l'utiliser aussi, malheureusement, en des fins un peu mauvaises. Ça se trouve que la société que vous cherchez à attaquer, il y a quelqu'un qui a fait fuiter des données et qui va les vendre sur le dark web avec, je ne sais pas, moyennement 12, 3 ou 5 bitcoins en fonction de l'importance de la donnée que vous utilisez. Ici, grâce au Tor Navigator, il est possible d'aller sur Internet et de faire ce que vous souhaitez dans la vie de tous les jours. Amazon, Google, de ce que vous souhaitez à faire sur le dark web. C'est pas le Google qui est le moteur de recherche par défaut. Il faut d'abord connecter le serveur, votre serveur, et puis à partir de là, il vous sera possible d'utiliser les différents services de Tor. Et il faut juste comprendre que dans Tor, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de règles. Et c'est ce qui fait que les entreprises ont l'obligation d'aller toujours faire plus dans le Tor Navigator ou sur ce monde-là s'il y a des choses un peu dangereuses. Par exemple, ici, j'ai fait Amazon. Je ne sais pas ce que va montrer ici Amazon, par exemple, sur Amazon. Et ce qui fait comprendre, c'est que ce genre de moteur de recherche est plus attractif. Après, il y a d'autres moteurs de recherche qui sont beaucoup moins sérieux que ça et qui vous permettent d'avoir des informations qui sont beaucoup plus dangereuses, comme des armes ou, je sais pas moi, des choses, enfin bref, je vais pas citer, je vais m'arrêter sur la vente des armes, mais tout ce qui est illicite, tout ce qui est interdit, tout ce qui est mauvais. Ce qui nous intéresse, nous, principalement sur l'utilisation de dark web, ce n'est pas d'aller acheter un tueur en gage, mais c'est plutôt d'aller chercher si vos données ou les données de votre société traînent dans les sites qui permettent de flux de données
sur le dark web. C'est ça l'information qui doit vous intéresser. Du coup, si vous travaillez dans la matière, vous êtes obligé lors de vos pentests, lors de vos opérations de pentesting, d'aller checker ce genre de site web pour confirmer qu'il n'y a pas de données qui fuitent, etc., etc. Après, son inconvénient, c'est qu'il est un peu long parce qu'il utilise le principe de la décentralisation et les connexions point à point, et avec un système de chiffrement très fort, tout ça fait que c'est un peu quand même long à l'utilisation. Après, vous avez l'outil qui s'appelle Web Data Extractor. C'est un outil qui vous permettra d'extraire, de récupérer des informations des sites web. Il vous suffira d'écrire, de l'ouvrir, d'écrire une adresse, une URL de l'entreprise que vous souhaitez, et puis vous voyez, ma machine virtuelle me fait pas mal de soucis comme ça. Après, vous trouverez ici, oh là, je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser plus que ça. Et puis, là-dessus, vous pouvez chercher les informations qui vous intéressent. Après, vous avez le HT Tracker website. Je pense m'arrêter là. Je pense que les contrôles me le verrez. Et à partir de là, ce problème-là, je pense, c'est lié, je pense qu'il y a des problèmes d'affichage. Je pense que je vais activer l'accélération 3D et puis la mémoire, elle est bien ici. Le nombre d'écrans, non, c'est 1. Scale factor, on est bien. Ouais, je pense que je vais juste le contrôleur graphique, je vais voir lequel utiliser et puis je vais ajouter l'accélération 3D. Je pense que ça pose problème, surtout avec le Windows 11 qui utilise un système graphique très puissant. Du coup, là, vous pouvez faire suivant. Vous donnez un nom de projet, on va dire, je sais pas moi, par exemple, BNP, Société Générale, ce que vous souhaitez. La catégorie de projet, là aussi, vous pouvez inventer ce que vous souhaitez, on va dire quelque chose de type étude. Vous pouvez mettre ça dans un répertoire spécifique qu'on le sait qui s'appelle mes sites web. Par contre, il faut le payer dans ce cas-là. Je vais dire, et je vais d'aller là, par exemple, aller dans le C, et puis insérer ici, par exemple, comme ça, nouveau, on va dire BNP, comme ça, on fait une petite pub pour BNP, et puis à partir de là, il est possible, par exemple, sur ce PC, le C, il est où le C? Le C, vous aurez un répertoire qui s'appelle BNP, et puis après, vous allez mettre l'adresse IP de site web que vous voulez copier. Le but de faire cela, c'est ou bien de faire des attaques du type social engineering, du coup, je vous envoie un mail pour vous dire que je suis la BNP, alors que je ne suis pas, j'ai juste récupéré le site. Sinon, enfin, c'est pas vraiment ça aussi pour ça qu'on fait, mais généralement, les gens cherchent à récupérer les datas du site internet pour les analyser dans l'espoir et le rêve de récupérer des données cruciales. Et le but de choisir des sites web très célèbres, Amazon, BNP, Microsoft, etc., c'est totalement certain que c'est des entreprises qui sont suffisamment fiables et qui vont pas laisser fuiter les données ou des choses comme ça. Du coup, tester genre avec BNP, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fiable que de tester avec n'importe qui. Du coup, je vais juste écrire BNP Paribas, comme ça. Et puis, ce qu'on va faire ici, on va faire ajouter. Et puis, oh là là, il me fatigue. Et puis, comme ça, copier. Et je reviens ici. Bon, bref, 3W, 3W.bnp. Enfin, c'est un peu compliqué. Allez, un autre site, Amazon. Mais Amazon, c'est un peu lourd, j'ai envie de dire. www.free.fr. Je crois que ça s'écrit comme ça, free. Si je fais comme ça, free, free.fr, très bien. Là, on peut récupérer, par exemple, l'image de free.fr, nom d'utilisateur s'il y en a, login, mot de passe, etc. S'il y en a de choses comme ça. Et puis là, on peut faire suivant et lancer l'opération, ne pas utiliser l'accès distant, déconnecter à la fin de l'opération, shutdown PC, etc. Là, on fait rien du tout de tout cela. Et là, il faut récupérer les informations avec peut-être la copie courante qui est vide, etc. Bref, on s'en fout. J'ai pas envie de le faire non plus parce que le but c'est pas de chercher à voler des sites web ou quoi que ce soit. Mais vous avez compris le principe, vous allez réussir finalement. J'ai même des exemples ici présents. Vous allez réussir à ouvrir des pages web directes de l'entreprise. C'est comme si
que vous êtes ici exactement sur free.fr. Ça vous permettra de récupérer exactement ce site avec ces photos, ces informations, afin d'essayer à les analyser, essayer de voir s'il y a des failles de sécurité, etc. Je répète, je choisis ce genre de site parce que je suis certain que ils n'ont pas vraiment de soucis dans la matière. Euh, je pense qu'on a fait le tour là. Je ne sais pas sur combien de minutes on est, mais je suis conscient que je peux trop parler. Oui, on est sur 1 heure exacte. Je vais m'arrêter là tout de suite. Sur ce, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo, on va faire les labs sur, je ne sais pas, éponger, marketing. On va voir les outils qui nous restent pour terminer ce chapitre sur la reconnaissance. Bonne soirée à tous et à la prochaine.